Bonjour, on se retrouve pour notre deuxième session de questions-réponses sur le thème de la grammaire et de la méthodologie. En anglais, on parle pour la foire aux questions qu'on peut voir sur Internet de FAQ or FAQ, Frequently Asked Questions. Et notre première question concerne les temps. Alors, elle a été posée par énormément de personnes, donc je vous ai fait un récapitulatif des principaux temps et aspects en anglais. Alors, le premier, c'est le présent simple. Il sert en fait à exprimer une vérité générale, il sert à se présenter, à parler d'une habitude. Par exemple, I live in London. Il est hyper simple, la seule chose à retenir, c'est qu'on rajoute un S au verbe quand on est à la troisième personne du singulier, par exemple, She lives in London. Le présent en bi plus ing, c'est ce qui se passe maintenant ou ce qui n'est pas habituel. Si je dis I am living in London, je sous-entends en fait que d'habitude j'habite ailleurs, que j'y habite maintenant, que ce n'est pas une habitude par opposition au présent simple. Le prétérit c'est fini, c'est terminé. I lived in London. Je n'y suis plus, je n'y vis plus. Present perfect, vous avez été nombreux à me poser des questions là-dessus. Ça sert à quoi? Ça sert à faire un bilan. On est à la fois dans le passé et le présent. Regardez l'exemple. I have lived in London for 5 years. Ça fait 5 ans que je vis à Londres. J'y vis toujours, probablement, mais en tout cas, je regarde en arrière, au moment présent, qu'est-ce que j'ai fait? Alors que le prétérit, comme on l'a vu, c'est fini, c'est terminé. C'est le temps qu'on utilise pour raconter une histoire. Vous m'avez beaucoup posé la question de comment est-ce qu'on fait la différence des deux. Prétérit, c'est fini, c'est terminé. Present perfect, eh bien, ça peut encore continuer. En tout cas, c'est un bilan de mes expériences. Alors, il existe le prétérit ing, certains d'entre vous l'ont appelé continuous, on n'utilise plus trop ce terme-là, mais peu importe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment X, dans le passé, j'étais en train de faire ça. Regardez l'exemple, ça sera tout à fait clair. I was living in London when Princess Diana died. C'est au moment où la princesse Diana est décédée, je vivais à Londres. Alors peut-être que j'y vis toujours, mais en tout cas, à ce moment-là, c'était le cas. Le present perfect en ing, aussi appelé continuous. Alors vous voyez qu'à chaque fois, on peut tout combiner avec ing. Donc on peut mettre présent simple, présent ing, prétérit simple, prétérit ing, present perfect ing, etc. Alors, quand j'utilise ça, c'est que je fais un bilan de quelque chose qui dure ou qui vient de se terminer et j'insiste sur la durée. Par exemple, I have been living in London for 5 years. J'insiste vraiment sur le fait que ça fait un certain nombre d'années et que du coup, je ne sais pas moi, je connais les bons restaurants, je sais quelle ligne de métro il faut prendre, etc. Past perfect, ici, on est un peu comme le present perfect, mais un cran en arrière, c'est-à-dire que je fais un bilan du passé dans le passé. Tout est terminé. I had lived in London. J'avais vécu à Londres. Imaginons la situation, par exemple, une grand-mère qui raconte à ses petits-enfants. Et enfin, past perfect ing, ou encore une fois continuous, je fais un bilan dans le passé par rapport à un autre événement qui est aussi dans le passé mais qui là est fixe. Regardez l'exemple. I had been living in London for 5 years when the war started. Ça faisait 5 ans que je vivais à Londres, c'est une période. Quand la guerre a commencé, c'est un moment fixe, un événement fixe dans le passé. J'espère que ces informations sont claires et on passe à la question suivante. Pas mal d'entre vous s'interrogeaient sur a, an et the. Alors tous sont des déterminants et donc on les place devant un nom. En français, c'est le, la, les, un, une. Et on utilise l'un ou l'autre selon la situation. Quand on parle d'un objet qu'on n'a pas encore identifié, on utilise a. I saw a woman in the corridor. J'ai vu une femme, alors je sais pas qui c'est, etc. C'est juste une femme pour l'instant. A est suivi d'un mot qui commence par une consonne, par exemple a cat, et an est suivi d'un mot qui commence par une voyelle, an elephant. Par contre, quand on parle d'un objet qu'on a déjà identifié, dont on a déjà parlé, on va utiliser the. The woman was smiling. Si on reprend les deux phrases ensemble, ça fait I saw a woman in the corridor. The woman was smiling. J'ai vu une femme. Cette femme, la femme, était en train de sourire. Certaines voulaient savoir comment poser une question, et notamment à quoi sert do
dans les questions. Alors en anglais, les mots sont toujours dans le même ordre dans une question. Donc en fait, si vous avez une grille en tête, il suffit de la remplir en fonction de ce que vous voulez dire. Et dans 90% des cas, il faut un auxiliaire. Alors, vous pouvez mettre un mot interrogatif, mais on va voir que ça n'est pas obligatoire. L'auxiliaire, le sujet, le verbe et le complément, donc toujours dans cet ordre-là, le verbe et le complément n'étant pas obligatoires. Je vous ai mis des exemples. What is your name? What's your name? Une question que vous connaissez tous, et donc vous pouvez à chaque fois essayer de retenir bien l'ordre des mots, et ensuite il suffit d'imiter la phrase de base, et vous aurez une question qui sera bien construite. Une question sans mot interrogatif. Do you like pancakes? Est-ce que tu aimes les pancakes ou les crêpes? Alors souvent vous demandez, mais comment on dit est-ce que? Eh bien en fait, est-ce que ne s'exprime pas en anglais, on dit simplement do you. Une autre question ici, can you do it now? Donc vous voyez qu'on a utilisé l'auxiliaire modal, on a déjà parlé des modaux, donc vous les connaissez maintenant, can. Ce qui compte, c'est d'avoir un auxiliaire. Et donc, Louane voulait savoir pourquoi do est un mot outil dans une question. Et en fait, il faut quasiment toujours un auxiliaire dans une question. Et donc, si on n'a pas be, si on n'a pas have, si on n'a pas can, eh bien, on utilise, si vous voulez, une sorte de bouche-trou. Le bouche-trou, en anglais, c'est do. On ne le traduit pas, d'accord? Tout à l'heure, je vous disais, do you like pancakes? Est-ce que tu aimes les pancakes? Julie et Hilary s'interrogeaient pour savoir comment rédiger pour la compréhension orale, notamment aux épreuves. Alors pour les épreuves officielles en CO, il faut rédiger en français. C'est ce qu'on fait la plupart du temps pendant les DS en cours. Et l'orthographe n'est pas pénalisée, ça ne veut pas dire qu'il faut écrire n'importe quoi. Alors, au tout début, on vous demande la nature et le thème principal du document. Vous pouvez commencer par... Alors ici, c'est évidemment un exemple, mais il vous suffit de reprendre l'amorce de phrase, c'est-à-dire le début de la phrase, et d'y mettre les informations qui correspondent. Le document est un extrait vidéo du journal télévisé qui traite du Brexit. Pour les événements et les informations, pensez bien à donner tous les détails que vous avez entendus et pensez notamment aux chiffres, il faut absolument les connaître, repérer les dates, les pourcentages, etc. L'identité des personnes, soyez précis. On entend une femme s'exprimer, il s'agit de l'ancienne première ministre britannique, son nom est Theresa May. Les différents points de vue. Elle pense que blablabla, par contre son opposant explique que pour lui, gna 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 gna. Donnez bien les différents points de vue exprimés dans le document. Vous devez aussi parler des éléments implicites du document. L'implicite, en fait, ce sont les sous-entendus, ce qui n'est pas dit directement dans le document, mais qu'on peut néanmoins déduire. Alors, je vous donne un exemple. On comprend qu'elle est en colère parce qu'elle montre son opposant du doigt. Et enfin, vous terminez avec la fonction et la portée du document. À quoi sert le document? Qui est-ce qu'il va toucher? Le document a pour fonction d'informer le public britannique sur les débats parlementaires concernant le Brexit. Ça, c'était un exemple, mais ces débuts de phrases peuvent vous servir quand vous faites un DS ou pendant les épreuves officielles. Quand et comment utiliser les modaux? Alors, les modaux, en fait, ils permettent à la personne qui parle, l'énonciateur, de donner son point de vue sur plein de choses, et par exemple, la capacité, la permission, l'obligation. Mais c'est bien son point de vue, c'est-à-dire c'est la personne qui parle qui décide de dire telle ou telle chose. Et en fait, ils sont extrêmement simples à utiliser. Ils sont toujours invariables. On peut leur coller la négation, c'est-à-dire on peut leur coller directement not ou N''T, et ils sont suivis d'une base verbale. Une base verbale, c'est un verbe qui n'est pas conjugué. Alors, je vous ai mis les principaux avec des exemples vraiment simples, mais il faut savoir qu'il existe d'autres utilisations, mais vous n'en avez pas besoin pour l'instant. Pour exprimer une possibilité ou une capacité, I can speak English. On a le modal can suivi de la base verbale speak. Pour exprimer le futur, I will go to London next summer. Le modal will qui exprime le futur suivi de la base verbale go. Would exprime le conditionnel. Exemple, if I had money, I would go to London next summer. On est bien dans une condition puisque notre phrase commence par if qui veut dire si. Si j'avais de l'argent, eh bien, j'irais à Londres l'été prochain. Must exprime l'obligation. Exemple, we must pay attention to the lesson. Nous devons faire attention. Must est donc le modal suivi d'un verbe non conjugué, une base verbale pay. Could exprime une possibilité au passé. Exemple, before COVID, we could go out without a mask.
Nous n'avons plus le droit maintenant de sortir sans masque, mais on avait cette possibilité avant. C'est donc can, mais au passé. We could go. Astrid et Sayana voulaient en savoir plus sur la voix passive, la voix active. Alors souvent, en fait, on peut dire les choses de plusieurs façons, et notamment voix active ou voix passive. Alors, quand on utilise la voix active, le sujet de la phrase fait l'action. The Queen visited Australia. Le sujet, c'est The Queen, et elle a fait l'action. Elle a visité l'Australie. À la voix passive, le sujet de la phrase ne fait pas l'action. Australia was visited by the Queen. L'Australie n'a fait aucune action, c'est un pays, d'accord? Elle n'est pas capable d'aller visiter, de faire ceci ou cela. Comment est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé be conjugué, was, ici, et un participe passé, le verbe plus ed. S'il est irrégulier, vous le retrouvez dans la troisième colonne. Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait envie d'utiliser cette voix passive? En fait, c'est soit quand on ne sait pas qui a fait l'action, par exemple, the internet was created in the 60s, soit quand on a plutôt envie de parler de l'Australie que de la reine. Le sujet de la phrase est toujours la partie la plus importante, donc la chose qu'on nomme en premier. Donc ici, j'ai choisi plutôt de parler de l'Australie plutôt que de la reine. Qui se ressemblent beaucoup, mais qu'il ne faut pas confondre, who, which, whose, qui sont des pronoms relatifs et qui permettent de relier deux phrases, et en fonction de ce à quoi on fait référence, on utilise l'un ou l'autre. Who pour les êtres humains, qui veut dire qui. Exemple, the man who is in the garden is my uncle. L'homme qui est dans le jardin est mon oncle. Par contre, quand on parle d'un objet et qu'on veut relier deux phrases avec qui, on n'utilise plus who, on utilise which. The tree which is in the garden is very old. L'arbre qui est dans le jardin est très ancien et très vieux. Et le dernier, whose, sert pour la possession. On va le traduire en français par dont. The man whose car is blue is a teacher. L'homme dont la voiture est bleue est un professeur. Une question qui a été posée par beaucoup d'élèves, c'est comment faire quand je n'arrive pas à commencer une phrase, comment trouver le bon mot, en gros, comment est-ce que je peux m'exprimer? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut toujours commencer par simplifier ce que vous avez envie de dire. Vous prenez un sujet, un verbe, un complément. Évidemment, vous, quand vous allez chercher à vous exprimer, vos idées, pour l'instant, vont venir dans votre tête en français. Et vous n'avez pas le même niveau, et c'est bien logique, en français qu'en anglais. Du coup, vous allez être capable de dire des choses très complexes en français que vous n'allez pas pouvoir tout de suite dire en anglais. Alors, vous allez commencer par exemple par écrire ça. I lived in London. Vous avez un sujet, un verbe, un complément. Ensuite, vous vous demandez si vous pouvez rajouter des choses pour exprimer des idées plus complexes. Par exemple, ce n'est pas parce que je vivais à Londres que la vie était belle. Et on va donc rajouter, je vous l'ai mis en bleu, It was not because I lived in London that life was beautiful. Vous voyez qu'on a deux phrases très simples. I lived in London, sujet, verbe, complément. Life was beautiful, sujet, verbe, complément. Alors évidemment, ça c'est une solution qu'on peut appliquer maintenant. Ce qu'il faut ne pas perdre de vue, c'est qu'avec le temps, ça vous viendra de plus en plus naturellement, donc il n'y a pas de raison de paniquer pour l'instant. Il faut du temps pour apprendre une langue. Vous le savez tous, hein, les enfants, quelle que soit leur langue maternelle, ne se mettent pas à parler du jour au lendemain. Il faut du temps. Et encore, quand on apprend sa langue maternelle, on est constamment confronté à la langue maternelle, alors que l'anglais, vous n'y êtes confronté que quelques heures par semaine au mieux. Une autre stratégie, quand vous devez travailler à l'écrit, c'est que dans votre cahier, en fait, il y a plein de phrases dans les documents, dans ce qu'on a écrit en cours, etc. Donc, inspirez-vous de ce qui est écrit. Vous utilisez les phrases du cours comme un modèle et vous allez changer, tiens, le complément, j'ai envie de dire à peu près la même chose, mais pas tout à fait, je vais changer le verbe, je vais changer ceci, cela. Alors, si vous manque des mots, surtout, vous pensez à utiliser un dictionnaire. Alors, il y en a plein en ligne. Moi, je vous conseille Word Reference parce qu'il est facile à utiliser. Il y en a d'autres. Mais un dictionnaire, c'est important. Il vous donnera plusieurs choix. Donc, vous pensez à regarder le mot qui correspond le mieux à votre situation. Un traducteur automatique comme Google Translate ou Babel ou je ne sais quoi, il va vous donner une seule possibilité. Alors qu'en fait, en fonction de la situation, en fonction du contexte, vous allez pouvoir avoir besoin d'un autre mot. Il faut avoir plus de choix. Et évidemment, il faut apprendre du vocabulaire pour que tout vienne de plus en plus naturellement. Tout ce que je vous dis là, ça demande du travail. Donc la première chose à faire si vous avez envie de parler anglais
de mieux en mieux, eh bien, c'est de vous mettre au boulot. Plusieurs élèves voulaient savoir comment être plus à l'aise à l'oral. Alors, il y a 2 choses principales à retenir. D'abord, et c'est un peu la même chose que dans la question précédente, il faut vous entraîner et encore vous entraîner. Alors ça peut être tout seul, chez vous, devant un miroir, avec des amis, et avec le temps, je vous le rappelle, il faut du temps pour apprendre une langue, et bien ça deviendra de plus en plus naturel. Il faut aussi vous lancer sans se dire que vous n'allez pas y arriver. C'est-à-dire que la psychologie ici, c'est très important. Si vous n'arrêtez pas de vous dire que vous êtes nul, et ben vous devenez convaincu que vous êtes nul et du coup vous n'y arrivez pas. Donc il faut essayer. Et d'ailleurs, je suis sûre, vous avez tous un ami ou une amie qui ont ce qu'on dit la tchatch. D'accord? Ils font des fautes, mais ils s'en fichent, ils parlent quand même, etc. Et ben faites comme eux. Essayez de vous dire que vous êtes un acteur, une actrice, vous jouez un rôle, le rôle d'un anglais, d'une américaine, peu importe, et vous essayez d'imiter, vous essayez de répéter, vous essayez de vous lancer, et puis si vous faites des fautes, et ben tant pis, au fur et à mesure, vous progresserez. Une autre question fréquente, c'était comment vous améliorer en compréhension orale? Est-ce qu'il faut mettre les sous-titres pour les films, pour les séries? Dans quelle langue il faut les mettre? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que pour progresser en compréhension orale, en effet, on peut regarder les films et les séries avec les sous-titres, mais il faut bien retenir que si vous mettez les sous-titres en français, la plupart du temps, les sous-titres ne correspondent pas du tout à ce qui est dit par les acteurs. Par exemple, si le personnage fait une blague ou un jeu de mots, bah, les sous-titres en français, ils vont essayer de faire une blague ou un jeu de mots en français. Donc vous allez avoir, je sais pas, le mot cat dans la phrase en anglais, et puis en français, ça va être traduit par poule. Rien à voir. C'est normal, il faut que les sous-titres veuillent dire quelque chose aux gens qui ne lisent que les sous-titres et non pas ce qui est dit par les acteurs. Donc les sous-titres en français, c'est un peu dangereux. Donc évidemment, il vaut mieux regarder avec les sous-titres en anglais, même si ça peut être décourageant si on ne comprend pas bien. Même chose que précédemment, il faut du temps pour progresser. Et plus vous allez travailler, plus vous allez passer d'heures à essayer de progresser en anglais, et plus ça deviendra facile. Vous pouvez aussi commencer par des CO plus simples que de regarder les 25 épisodes d'une série en anglais, des sous-titres en anglais ou sans sous-titres et où vous comprenez rien. Alors, des CO plus simples, il y en a qu'on fait en classe, donc vous pouvez les écouter, elles sont sur la chaîne YouTube actuellement. Vous pouvez vous entraîner régulièrement, aussi avec des petites compréhensions orales. Alors, je vous mets ce site-là et vous le retrouvez dans le mail qui vous a été envoyé. Alors comment vous faites? Vous écoutez l'audio, vous prenez note de tous les mots que vous repérez. Alors peut-être qu'au début il n'y aura que 2-3 mots, et c'est pas grave, vous vous accrochez, vous continuez. Je vous le dis, il faut du temps. Et ensuite, vous réécoutez en lisant le script. Donc sur le site de la BBC, vous trouvez tous les scripts. Et vous pouvez même faire une pierre deux coups. Vous répétez chaque phrase quand vous réécoutez et vous vous entraînez ainsi pour l'expression orale. Comment améliorer son accent et comment prononcer through. Alors, même chose qu'avant, il faut vous entraîner encore. Alors, on peut par exemple regarder des vidéos qui montrent comment placer sa langue et prononcer. Si vous allez sur YouTube et que vous tapez pronounce et le mot que vous cherchez, par exemple through, vous allez trouver des vidéos avec des zooms, avec des gens qui prononcent le mot correctement. Et là, il faut essayer d'imiter jusqu'à ce qu'on y arrive. Et surtout, ne pas avoir peur à cause de l'orthographe. Si on prend le mot through, en vérité, la seule difficulté, c'est le TH. Parce qu'en fait, le GH, à la fin du mot, il est muet, on l'entend pas. Through. Vous trouvez aussi des illustrations, d'accord, qui vous montrent précisément comment mettre votre langue, vos lèvres, etc., par rapport à vos dents pour prononcer, par exemple, TH, qui est un son qui n'existe pas en français et donc qui est peut-être parfois un petit peu plus compliqué pour nous. Dernière question de méthodologie, comment faire pour comprendre? Alors vous m'avez posé la question pour comment comprendre une question, comment comprendre une phrase, comment comprendre un texte. Alors quand on a du mal à comprendre, il y a plusieurs tactiques qu'on peut essayer. Première, on est logique, restez toujours logique. Si vous avez un document audio sur le Brexit, il est très peu probable qu'on se mette à vous parler des dinosaures au milieu. Donc vous regardez le contexte, quel est le thème dont on parle. Vous vous basez sur les mots que vous comprenez. Alors, je vais vous demander de faire le test. Vous allez voir que ça va être intéressant si vous le faites sérieusement. Prenez un texte dans votre cahier, vous ouvrez votre cahier, n'importe quel texte qu'on a étudié, et vous allez surligner tous les mots que vous comprenez, même quand vous ne comprenez pas la phrase. Donc, c'est-à-dire que tous les tous les the, tous les and, que vous savez évidemment ce que ça veut dire, en fait, vous allez voir à la fin que vous allez avoir surligné quasiment tous
le texte. Et ça va vous permettre, en surlignant mot par mot, en réfléchissant à chaque petite partie du texte, de voir que vous comprenez beaucoup de choses. Enfin, vous pouvez vous demander quelle est la fonction du mot. Quand vraiment il y a un mot, vous vous dites, celui-là, j'ai besoin de savoir ce que ça veut dire et je ne sais pas ce que ça veut dire, demandez-vous, est-ce que c'est un nom, est-ce que c'est un verbe, est-ce que c'est un adjectif? Vous allez voir que souvent, vous allez être tout à fait en mesure de deviner sa nature, sa fonction, et donc ça va vous aider. Autre solution, surtout à l'écrit, essayez de prononcer le mot avec l'accent français. Il y a plusieurs fois où j'ai eu cet exemple-là avec des élèves qui ne reconnaissaient pas le mot lake, parce qu'ils le lisent et ils se disent lake, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'essaye de lire avec l'accent français, qu'est-ce que ça veut dire? Lake, c'est un lac. Alors, évidemment, tout ça, ça ne sont que des solutions d'urgence. Comme d'habitude, pour comprendre mieux, il faut apprendre du vocabulaire et c'est votre seule possibilité sérieuse pour progresser. Donc, il faut apprendre, apprendre, apprendre et apprendre par cœur. Cette session de questions-réponses est terminée. Évidemment, le plus important à retenir, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est qu'apprendre une langue, ça prend du temps, ça demande beaucoup de travail. Ce qu'il faut retenir, et c'est hyper important, c'est que vous êtes toutes et tous capables de le faire. Et à très bientôt. Bye bye!